C'est bon, vous voyez? C'est parfait. Eh bien, c'est parti. Du coup, bonsoir à tous. Je m'appelle Thomas Samoyo. Je suis un interne en radiologie. J'entre en 5e semestre, donc en 3e année d'internat. Déjà, je suis désolé, mais on va commencer tard et j'imagine que vous avez tous la tête extrêmement chargée. Donc, écoutez, déjà, merci d'être encore connectés. Ensuite, on va essayer de faire un tour de la radiologie. Et c'est toujours très, très, très difficile de choisir ce dont on peut vous parler en aussi peu de temps et aussi rapidement. On ne sait pas trop s'il faut qu'on soit, complet, qu'on aborde tout, ou s'il faut qu'on vous donne juste les quelques pistes qui vont vous permettre de vous en sortir. Alors du coup, j'ai choisi de vous parler de vos gardes, en fait, vos premières gardes aux urgences, les situations d'urgence que vous ne devez pas rater, ce qu'il est important de demander à un radiologue et surtout de demander à vos patients et à vos équipes avant de nous adresser à un patient. Et du coup, j'ai divisé le cours en 2 parties. D'abord, les principes de l'imagerie, mais alors en très, très, très rapide. Et ensuite, les différentes situations qui relèvent d'une imagerie. Quelle imagerie il faut demander et du coup, surtout, comment est-ce que vous allez formuler votre demande auprès des radiologues. Voilà. Alors évidemment, ce GIF est un GIF humoristique, hein, on n'est pas si méchant que ça, vous verrez qu'au téléphone, on peut être adorable. C'est parti. Au niveau du code couleur, c'est un cours qui s'adresse à des D2, donc tout est à connaître, hein, tout est en vert. Les bases d'imagerie que je vais vous montrer sont issues essentiellement du site radiomedia.org et les connaissances, je les ai sorties du Collège des enseignants de radiologie, des différents collèges de spécialité. Donc, des fois, il y a des références au collège de pneumo, au collège de neuro, au collège de viscéral et des patho-gastro-entéro, et un tout petit peu au collège d'orthopédie, et du site du collège des enseignants de radiologie français. Donc, on va pouvoir commencer par la radiologie. Alors, la radiologie, c'est une spécialité médicale dans laquelle vous êtes invité à passer, mais j'ai vu très, très, très peu d'externes en radiologie parce que généralement, c'est des stages planques. Si toutefois vous avez envie ou si ça vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus et surtout pendant vos gardes, n'hésitez pas à passer voir les examens avec nous. Je pense qu'une grande partie des radiologues seront toujours ravis de vous les expliquer. La radiologie, juste pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est 2 spécialités. Vous avez la spécialité diagnostique, c'est la spécialité dans laquelle on va interpréter les images des patients avec un programme. C'est des patients qui nous sont adressés de l'extérieur ou qui viennent des services pour diagnostic ou réévaluation d'une pathologie. Ils sont accueillis par le manipulateur radio qu'installe le patient et nous, on est à la console en train d'interpréter les images et de boire des cafés. Et généralement, nos journées sont assez chargées. On enchaîne avec les gardes de 24 heures, raison pour laquelle à 3 heures du matin, parfois, on a des gens qui peuvent être un petit peu fatigués ou fatigants. Et puis de l'autre côté du diagnostic, vous avez la spécialité interventionnelle. Celle-là, c'est une spécialité qui n'est pas diagnostique, mais plutôt thérapeutique, dans laquelle vous allez avoir à gérer surtout des patients en urgence. On va faire venir le patient, l'installer dans un bloc opératoire en stérile. Et là, les radiologues interventionnels vont au choix piquer dans un vaisseau ou piquer dans un organe pour aller régler un problème de saignement ou aller faire une biopsie ou mettre en place du matériel, notamment je pense aux gastrostomies. Donc voilà, ça c'est les 2 grands aspects de la radiologie. Donc montons. À tort, pardon. Alors, au niveau des différentes techniques qui existent, d'abord la radiographie standard. Alors la radiographie standard, qu'est-ce que c'est? Ça se base sur l'absorption des rayons X par le corps humain. C'est donc une technologie qui utilise les rayons ionisants, donc il faudra penser à la radioprotection, notamment chez les enfants et les femmes jeunes. Le contraste va se faire principalement entre 4 degrés d'absorption des tissus, l'air qui n'absorbe quasiment rien, l'eau qui absorbe un petit peu plus que la graisse d'ailleurs, et l'os qui absorbe et arrête le plus les rayons ionisants. Et puis, dans certaines situations, mais pas dans les situations d'urgence, on peut être amené à utiliser des produits de contraste iodé ou baryté en plus pour opacifier une lumière digestive ou des cavités urinaires. L'intérêt, c'est donc de se baser sur les différences d'absorption des rayons X en utilisant des imageries de projection. C'est-à-dire que vous avez des informations 3D et grâce aux rayons X qui vont les traverser, vous allez vous retrouver avec des informations 2D, comme c'est illustré sur le petit schéma en bas à droite. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir explorer des choses qui ont des contrastes très différents. Ça marche plutôt bien dans l'os, donc tout ce qui va être orthopédique, et au niveau du thorax, puisque vous avez de l'air et de l'os. Vous avez l'échographie. L'échographie, c'est une technique qui, cette fois, se base sur l'absorption des ultrasons
dans le corps humain, plus précisément sur les différences de propagation des ultrasons entre les différentes couches tissulaires. Donc, ce n'est pas une technique qui utilise des rayons X, donc elle n'a pas les limites des rayons X. Vous pouvez l'utiliser sans restriction a priori chez la femme enceinte et l'enfant. Par contre, la grosse limite qui va exister en échographie, c'est l'échogénicité des patients. En effet, tous les patients ne sont pas égaux. Les patients qui vont être en surpoids vont avoir une grosse couche de graisse et c'est une technique qui est très rapidement arrêtée en profondeur. En fait, les ultrasons et les machines actuelles, même si elles ont fait des bonds en avant, ne peuvent pas traverser plusieurs centimètres de tissu, ce qui fait que les patients qui sont obèses, généralement, vous n'allez pas voir grand-chose. Et l'autre limite de l'échographie, c'est l'analyse fine des structures osseuses, puisque les os forment une barrière aux ultrasons, ils les renvoient, ils les réfléchissent complètement, ce qui fait qu'on ne voit pas en dessous un os. Et l'air est un mauvais milieu pour propager les ultrasons, donc pareil, vous ne verrez pas très bien les poumons en échographie. On continue, vous avez le scanner. Alors le scanner, c'est une technologie qui ressemble énormément à la radiographie standard. En fait, vous imaginez votre couple détecteur et source de rayons X et vous allez le faire tourner autour du patient. Alors, vous avez votre arceau de scanner, vous allez placer votre patient au milieu. Puis vous allez avoir votre couple entre l'émetteur de rayons X et le détecteur qui va tourner autour du patient. Et ça va permettre de construire une image d'absorption des rayons X, une cartographie d'absorption des rayons X en codant par pixel les degrés d'absorption. Puis vous allez déplacer le patient avec la table le long de l'hélice du scanner et vous allez répéter la même opération. Et ça vous permet donc d'avoir des informations 3D grâce à la radiographie standard qui était une radio 2D. Et vous obtenez beaucoup plus d'informations avec un scanner qu'avec une radio standard. Le problème, c'est le même que la radiographie standard, c'est les rayonnements ionisants, donc à nouveau radioprotection, femmes enceintes et enfants, même problème. Donc le contraste dans le scanner, il se base sur l'absorption du milieu, et pour qu'on ait tous la même base et qu'on parle tous avec les mêmes termes, on utilise ce qu'on appelle l'unité Hounsfield, qui correspond à l'absorption des rayons X par le milieu, en prenant pour référence l'absorption de l'eau. Du coup, vous obtenez une belle cartographie que vous allez souvent voir dans vos études, qui est l'absorption Hounsfield, qui dit que globalement, à moins 1000 unités Hounsfield, vous avez l'air. Dans les valeurs négatives, vous avez la graisse. Entre globalement moins 10, moins 20, plus 20 unités Hounsfield, vous avez l'eau. Les saignements récents, vous allez les voir spontanément hyper denses, aux alentours de 100 unités Hounsfield. Et puis après, vous avez les structures calciques type os qui sont à plus de 500 unités Hounsfield. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que le scanner, contrairement à l'échographie et la radio, ne se transporte pas. Donc, c'est les patients que vous allez adresser au scanner, et donc vous ne pouvez pas amener au scanner ou envoyer au scanner un patient qui n'est pas stabilisé, un patient qui sera en choc, en détresse respiratoire aiguë. Il faut d'abord le stabiliser avant de le transporter. L'intérêt du scanner, c'est sa rapidité d'acquisition, puisque faire un scanner, même d'un grand volume, maintenant, ça prend moins d'1 minute. Son énorme champ d'exploration, c'est-à-dire que si vous vous posez une question sur le thorax et l'abdomen, on peut faire une seule acquisition et ça nous permet d'avoir les infos avec un seul examen à la place de devoir faire une radio de thorax et une échographie. Et puis, il a une excellente résolution spatiale, ce qui permet de voir extrêmement finement l'intérieur des corps des patients. Sa limite, donc, c'est principalement l'irradiation, puisqu'il faut imaginer que là où précédemment, je vous parlais de la radio standard, où on avait une imagerie 2D, où on projetait les rayons X et on obtenait une information sur une plaque, et là, vous imaginez que vous avez répété autant de radios que de tours d'hélice pour obtenir les informations de votre coupe. C'est beaucoup plus irradiant que la radio standard, évidemment. Et l'autre limite du scanner, c'est l'utilisation des produits de contraste, puisque cette fois, on va être amené à injecter en intraveineux des produits de contraste pour opacifier les artères et les veines, ce qui va permettre de démasquer les processus inflammatoires ou les hémorragies. Toutefois, les produits de contraste qu'on va utiliser au scanner, qui sont des produits qui sont basés sur l'iode, puisque l'iode est un excellent absorbant des rayons X, donc il va paraître très blanc, très dense en scan, c'est la néphrotoxicité et les allergies aux produits de contraste. Alors, j'en arrive à 2 points qui sont importants pour le scanner. Le premier, c'est la radioprotection. C'est-à-dire que ne nous adressez pas ou ne nous parlez pas d'une patiente jeune si vous n'avez pas fait un test de grossesse ou au moins que vous ne lui avez pas demandé s'il y avait un risque de grossesse. Parce qu'une femme enceinte, on peut l'irradier, mais surtout au premier trimestre, on essaiera toujours de trouver une alternative, plutôt une échographie ou alors une IRM dont je vais vous parler juste après. L'autre message, c'est toujours essayer de discuter l'indication.
C'est-à-dire, avez-vous besoin d'un scanner pour porter le diagnostic? Si oui, il n'y a pas de question et on le fait. Mais chez l'enfant et la femme jeune, du coup, on essaiera de trouver des alternatives ou faire le scanner, mais faire des protocoles particuliers pour réduire la dose. Donc ça, c'est le petit point radioprotection. Le petit point contre-indication des produits de contraste iodé que vous pouvez noter dans votre carnet de stage et vérifier à chaque fois que vous ferez des gardes aux urgences, c'est à chaque fois que je vais demander un scanner et qu'on va avoir besoin d'une injection de produits de contraste, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez chercher une inflammation ou que vous voulez voir les vaisseaux au scanner, il va falloir vous assurer avant de nous appeler que le patient n'est pas allergique aux produits de contraste iodé, ça c'est le premier message, et que le patient n'est pas en insuffisance rénale aiguë ou insuffisance rénale chronique sévère jusqu'au stade de la dialyse. C'est-à-dire que nos produits injectés en intraveineux sont néphrotoxiques, donc vous risquez de provoquer une insuffisance rénale aiguë chez vos patients. Et cette insuffisance rénale aiguë, elle est particulièrement embêtante chez les insuffisants chroniques sévères, puisque les gens qui sont insuffisants chroniques sévères et qui ne sont pas encore dialysés, on essaye de leur épargner les reins le plus possible pour éviter la dialyse, et qu'un scanner de trop, ça peut faire une différence à un moment et les basculer dans la dialyse. Les patients qui sont déjà dialysés, par contre, on s'en moque complètement, vous pouvez les injecter, puisque les reins ne fonctionnent plus du tout à ce stade-là, et du coup, ils auront la séance de dialyse qui retirera l'iode, mais l'iode en soi n'est pas toxique de prime abord. Une petite contre-indication que vous pouvez commencer à avoir en tête, mais qui vous servira très rarement parce que c'est très rare, c'est les hyperthyroïdies non équilibrées. Un patient qui est hyperthyroïde, qui a une maladie de Basedow, par exemple, les femmes jeunes qui sont en hyperthyroïdie, si vous leur injectez de l'iode, vous allez mettre du carburant à la thyroïde et vous allez lui faire une crise d'hyperthyroïdie qu'on appelle une cardiothyrotoxicose, c'est-à-dire une situation où la thyroïde produit trop d'hormones thyroïdiennes et ça provoque des troubles du rythme cardiaque, notamment de l'ACFA dont vous parlez, Jonathan, j'imagine, juste avant. Donc voilà, vous notez bien, quand vous demandez un scanner avec une injection, réaction allergique, insuffisance rénale aiguë. Voilà. Un petit point qui n'est pas vraiment une contre-indication, mais sur lequel il faudra penser quand vous faites vos interrogatoires. Vous allez souvent demander les traitements aux patients, et dans ces traitements, chez les diabétiques, vous vous trouverez souvent confronté à la metformine. Un patient qui va recevoir une injection d'iode et qui prend de la metformine doit l'arrêter pendant 48 heures avec un nouveau contrôle de la fonction rénale. En effet, on sait que la metformine, chez l'insuffisant rénal, notamment dû à l'injection de produits de contraste iodé, peut provoquer des acidoses et des chocs chez ces patients. Donc la metformine doit être arrêtée pendant 48 heures après l'injection. Elle peut être prise après par le médecin traitant avec un contrôle de la fonction rénale. Donc ça, il faudra y penser. Si vous avez un patient qui a de la metformine et qui reçoit un scanner, vous l'arrêtez 48 heures. On continue avec l'imagerie par résonance magnétique ou l'IRM. Alors l'IRM, c'est comme le scanner, c'est-à-dire que c'est une chambre dans l'hôpital vers laquelle on va acheminer le patient. Donc il faut que le patient soit stable pour pouvoir être transporté à l'IRM. Même message, donc un patient qui est en choc ou qui est en détresse respiratoire aiguë, avant de l'amener à l'IRM, vous le stabilisez. Alors la physique, cette fois, ne se base pas sur des rayons X, mais sur la résonance magnétique des noyaux des protons. Donc en gros, c'est une imagerie qui va se baser sur le contenu en eau des organes et des vaisseaux pour pouvoir obtenir une image du corps humain. Ça se base donc sur un contraste natif, sachant qu'on a également des produits de contraste en IRM dont on ne va pas parler ici. Et son gros avantage, c'est que du coup, par rapport au scanner, elle est non irradiante. Sa principale limite, c'est la longueur d'examen. Je vous disais tout à l'heure qu'un scanner, vous l'obtenez en 1 minute. Une IRM, les protocoles d'exploration, ça va de 5 minutes pour un AVC à 20 minutes, voire 40 minutes pour les examens les plus longs. Comme c'est des examens qui sont longs, c'est aussi une machine qui est peu disponible, ce qui fait qu'à part en urgence, vous aurez du mal, même en urgence, vous aurez du mal parfois à obtenir une IRM, tout simplement parce qu'on n'a pas la place de prendre les malades. Alors, les contre-indications de l'IRM sont un peu moins contraignantes que les contre-indications du scanner injecté, mais il faut y penser. La principale contre-indication à laquelle il faut absolument penser, c'est le pacemaker, surtout les pacemakers d'ancienne génération, parce que maintenant, ils sont de plus en plus IRM compatibles, mais il faudra rechercher chez les patients la présence d'un pacemaker qui contre-indique l'IRM, et dans ce cas-là, il faut substituer l'IRM par un scanner. Puis vous avez d'autres contre-indications, notamment les patients qui sont très agités ou claustrophobes, puisque l'IRM, c'est vraiment un tunnel fermé, donc les patients qui sont très claustrophobes ou complètement confus, c'est totalement déraisonnable de les mettre dans une IRM où ils devraient rester 20 minutes immobiles. Il faudra penser également aux corps étrangers métalliques. Alors, je pense aux corps étrangers métalliques dans l'orbite. C'est rare que les gens vous disent « oui, j'ai des petits éclats de métal dans l'œil ». Ça va plutôt être des gens qui travaillent dans la métallurgie. Il faut y penser notamment chez les patients qui sont métallurgistes.
ou qui travaillent avec des carrosseries de voitures, des choses comme ça. Ça arrive qu'ils aient des petits implants de métal qui ont sauté dans l'œil. Et le fait de les mettre dans l'IRM, ça fait chauffer ces implants et enfin, ces corps étrangers, ça peut provoquer des brûlures et des décollements, des lésions rétiniennes. Et puis donc, il y a des produits de contraste en IRM, je n'ai pas le temps d'en parler. Sachez qu'ils ont comme contre-indication l'insuffisance rénale sévère non dialysée. C'est une insuffisance rénale qui est encore plus sévère que celle dont je vous parlais pour le scanner. Donc, on peut injecter des insuffisants rénaux en IRM à des degrés un peu plus avancés qu'en scanner. Et puis, la réaction allergique aux produits de contraste gadolinés, mais ça, c'est plus rare que les produits de contraste iodés. Voilà, on a presque fini la partie chiante de ce topo. Je vais maintenant vous parler des demandes d'examen qui sera votre lot quotidien quand vous serez externe, puisque c'est surtout à vous qu'on va demander de demander un scanner, demander une IRM, demander une écho pour tel ou tel malade. Et il faut vraiment que vous soyez un petit peu carré dans vos demandes d'examen, parce que c'est ce qui nous permet, nous, de répondre à vos questions. Et en plus, ça fera toute votre qualité d'externe. Je peux vous dire que quand on a une belle demande remplie par un externe versus une demande merdique remplie par le chef de service, eh ben, on vous bénit. Donc, une demande d'examen, ça se remplit avec le type d'examen demandé, l'identité du patient, ça c'est important. Vous collez une étiquette avec le NIP, le nom, le prénom et la date de naissance du patient. Vous faites un petit résumé clinique. Alors, le plus d'informations, le mieux pour nous, typiquement. C'est-à-dire qu'on veut le tableau clinique avec le type et le mode d'installation et l'évolution. Les antécédents du patient, personnellement, je trouve qu'on n'en a jamais trop, mais vous pouvez choisir et nous donner que les antécédents relevants. Par exemple, c'est vrai qu'on peut s'en moquer un petit peu de savoir que si vous demandez un scanner thoracique, elle a une prothèse de hanche, mais je vous répondrai que on est aussi médecin et qu'on a besoin de tout savoir. Donc, bon. Il faut nous faire un petit résumé de l'histoire de la maladie. Vos hypothèses diagnostiques, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous dire que vous aviez raison. Et surtout, vous allez souligner, vous verrez, à la fin de nos demandes, il y a toujours les contre-indications qu'on va rechercher. Donc, typiquement, pour la réalisation de l'examen, est-ce qu'il y a une grossesse, est-ce qu'il y a un pacemaker, est-ce que le patient est insuffisant rénal, est-ce que le patient est allergique aux produits de contraste. Donc, tout ça, c'est répété. Et puis enfin, vous avez le brancardage. Et le brancardage, il ne faut pas oublier de le remplir parce que c'est la raison pour laquelle on a énormément de délais à l'hôpital, c'est le brancardage. Et du coup, il faut préciser si le patient il est valide, il peut venir tout seul, il peut venir en fauteuil, il peut venir en lit, et s'il a besoin d'oxygène, et s'il a éventuellement besoin d'une surveillance médicale. Voilà, on a fini la partie chiante. On va enfin pouvoir commencer. J'ajouterai que sur toutes les demandes d'examen, quand même, vous aurez à remplir le nom du médecin demandeur et d'ajouter une signature. Et souvent, vos chefs vont vous demander de le faire sans vous dire tu mets mon nom, etc. Mettez son nom, votre nom à côté en mettant externe si vous voulez. Mettez-nous un numéro de téléphone avec le numéro de téléphone du service, qu'on puisse les appeler rapidement pour leur dire qu'on attend le malade. Et puis la signature, c'est médico-légal. Donc vous pouvez faire un gribouillis si vous voulez, mais il faut que ce gribouillis corresponde au médecin qui nous a demandé l'examen. Voilà. Dernière chose avant de commencer, d'abord, la radiologie, surtout la radiologie diagnostique, ne soigne pas les malades, elle les diagnostique. Donc quelqu'un qui a mal, il faut régler sa douleur avant de l'envoyer à l'imagerie, c'est-à-dire qu'il peut très bien prendre typiquement un paracétamol ou un tramadol avant d'arriver, et il sera d'autant plus facile à garder immobile pendant le temps d'acquisition s'il a moins mal. L'autre message, c'est quand vous nous adresserez des patients pour des scanners injectés, on va donc leur injecter des produits de contraste iodé, qui sont des médicaments qui donnent des nausées. Et des patients qui ont des nausées de base ou qui ont déjà vomi de base, si on les allonge au scanner et qui vomissent à l'injection, c'est pas top. Donc le mieux, c'est dans ces situations-là d'essayer de penser à mettre une sonde nasogastrique. Si jamais vous avez pu le faire, vraiment, on sera hyper heureux. Mais le plus important, je pense, c'est surtout de prendre en charge la douleur dès l'arrivée des patients, parce que le scanner ne change pas la douleur des gens. Voilà, alors maintenant, on va commencer une partie qui est un peu plus intéressante, je trouve, où je vais essayer de vous donner les grands tableaux que vous pouvez croiser pendant vos gardes aux urgences et quels sont les examens que vous devez demander et les diagnostics que vous pouvez évoquer. Donc, on n'a évidemment pas le temps de tout basculer, mais j'espère qu'avec ces petites bases, vous serez un petit peu plus rassuré pour votre première garde et puis vous serez rassuré de parler à un radiologue qui ne sera pas méchant. Alors, la neurologie. Donc, le premier motif de consultation aux urgences en neurologie, c'est a priori, soit les céphalées, soit les confusions. Donc moi, j'ai décidé de vous parler des céphalées. Les céphalées, les patients viennent tous en vous rapportant que la céphalée est inhabituelle, sinon ils ne seraient pas venus aux urgences. La céphalée inhabituelle, il va nous falloir comme interrogatoire quelque chose qui nous précise. Les traitements, notamment si les patients prennent des traitements qui fluidifient le sang pour rechercher des saignements intracrâniens, donc les antiagrégants plaquettaires et les anticoagulants. Il faut qu'on connaisse les modes de vie, surtout les toxiques, notamment l'alcool et les drogues, puisque c'est des facteurs de risque d'AVC et de saignement. Les antécédents des malades, s'ils ont un anévrisme connu ou une tumeur qui aurait pu métastaser et être responsable d'un effet de masse intracrânien. Et puis vous allez chercher 2 red flags.
qui sont le syndrome méningé et le syndrome d'hypertension intracrânienne, qui, eux, vont nécessiter une imagerie en urgence. Une céphalée inhabituelle qui n'a pas ces caractéristiques-là, qui a un examen clinique normal, qui rentre dans le cadre d'une crise de migraine, n'aura pas besoin d'une imagerie en urgence, elle pourra faire une IRM en ville si c'est le premier épisode. Par contre, un syndrome méningé ou un syndrome d'hypertension intracrânienne, c'est une urgence médicale vraie. Pour vous rappeler ce que c'est, si jamais vos souvenirs de D1 sont un peu loin, le syndrome méningé, c'est des céphalées qui sont en casque et extrêmement intenses, avec des patients qui vont vomir en G, classiquement. Les patients sont photophonophobes, c'est-à-dire qu'ils supportent ni la lumière ni le son. Vous allez les retrouver en chien de fusil couchés dans leur lit. Et ils vont avoir la mobilisation du crâne, une raideur méningée, et éventuellement des signes d'irritation méningée que sont le Brudzinski et le Kernig. On va distinguer deux situations. Le syndrome méningé fébrile, dans ce cas-là, l'urgence, c'est d'identifier le germe, puisque vous suspectez une méningite infectieuse, donc vous allez devoir faire une ponction lombaire. C'est une urgence au-dessus de l'imagerie. Une méningite fébrile, une méningite n'attend pas un scanner, elle attend une PL. Et dans l'autre cas, c'est-à-dire le syndrome méningé apyrétique, cette fois l'urgence est à l'imagerie, c'est-à-dire faire un scanner sans et avec injection, avant de faire une éventuelle ponction lombaire. L'autre urgence dans les céphalées aiguës, c'est le syndrome d'hypertension intracrânienne. Dans ce cas-là, la céphalée n'est pas très aiguë, elle n'est pas en coup de tonnerre comme le syndrome méningé, mais elle est plutôt progressive. Elle est très forte le matin, puisque c'est le moment où le patient est allongé, que les pressions d'évacuation du LCR sont plus équilibrées et qu'il a du coup plus d'hypertension intracrânienne. Elle est aggravée à l'atout aux efforts au Vasalva. Elle résiste au traitement antalgique classique. Elle peut s'accompagner de vomissements qui vont soulager la douleur. Un des facteurs de gravité, ça va être les troubles de vigilance. Classiquement, un nerf intracrânien qui va souffrir dans l'hypertension intracrânienne, c'est le nerf le plus long des paires crâniennes, c'est le nerf 6. Et à cause de l'hypertension du LCR et du fait que les gaines optiques des nerfs optiques sont partagées avec les méninges, vous pouvez avoir des éclipses visuelles avec un œdème papillaire. Devant une hypertension intracrânienne, l'urgence est à l'imagerie, puisqu'il faut savoir ce qui pousse dans la tête, sachant qu'il y a énormément de diagnostics différentiels, mais les principaux, ça va être les hématomes et les tumeurs intracrâniennes. Et puis, il faudra aussi penser aux thromboses veineuses cérébrales qui sont responsables d'un syndrome d'hypertension intracrânienne. Le message, c'est que les céphalées fébriles doivent recevoir une ponction lombaire et les céphalées qui ont un syndrome méningé ou une hypertension intracrânienne apyrétique, eux, ont besoin d'une imagerie cérébrale. Et cette imagerie cérébrale, vous allez devoir les injecter. Donc, il faut avoir une fonction rénale chez les patients âgés. Donc, le cas de la méningite infectieuse, je vous ai dit syndrome méningé plus fièvre, c'est ponction lombaire. Il y a une situation dans laquelle on va faire une imagerie cérébrale avant de réaliser la ponction lombaire, c'est quand on a la crainte d'un engagement cérébral. C'est-à-dire que la ponction lombaire est contre-indiquée dans cette situation. Et du coup, vous faites avant une imagerie cérébrale, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'effet de masse significatif avant de réaliser la PL. Et pour faire ça, du coup, vous allez faire une TDM ou une IRM, de préférence injectée, et vous allez le réaliser quand les patients ont des troubles de conscience ou des signes de localisation. La céphalie aiguë apyrétique, le cas de l'hémorragie méningée, c'est un petit peu différent, puisque cette fois, la priorité n'est pas à l'APL, mais au scanner cérébral avec injection. Et la première cause de syndrome méningé apyrétique, c'est le saignement d'anévrisme rompu. Donc, c'est un scanner sans et avec injection. Et vous allez, par exemple, pouvoir retrouver ici, c'est un scanner non injecté, mais on voit qu'il y a quelque chose d'hypodense dans le saignement qui correspond vraisemblablement à l'anévrisme. Vous aurez le temps de voir ça plus tard. Après ce scanner, si jamais on n'identifie pas de saignement au scanner et qu'il n'y a pas d'anévrisme rompu sur nos images, dans cette situation, vous êtes amené à réaliser une ponction lombaire parce que le scanner peut être pris en défaut dans les syndromes méningés apyrétiques pour identifier les anévrismes. Et dans la ponction lombaire, vous allez rechercher des résidus de sang qui signent le fait que vous avez quand même eu une hémorragie méningée, que le patient a quand même besoin d'être hospitalisé. Voilà. L'autre urgence neurologique à laquelle vous allez être confronté assez souvent, c'est les suspicions d'AVC. En tout cas, il faut savoir les évoquer. Et pour pouvoir évoquer un AVC, il faut que vous soyez devant un tableau neurologique déficitaire. Les AVC, ça ne donne jamais des signes neurologiques positifs. C'est très rare, par exemple, que ce soit une cause d'épilepsie aiguë. C'est très rare que ce soit une cause de confusion aiguë. C'est pas une cause classique
d'éléments positifs comme les auras visuelles dans les migraines, mais ça va vous donner des tableaux de déficit. Donc ça, c'est facile à voir. Le patient, il a une paralysie faciale, il a la moitié du visage qui tombe, il se plaint d'un flou ou d'une éclipse visuelle, il ne va pas être capable de lever le bras ou lever la jambe, avec le piège que dans les AVC, souvent les patients, ils négligent leur déficit, c'est-à-dire que comme la partie du cerveau qui contrôle le corps ou la région d'intérêt, la fonction d'intérêt est en souffrance, et ben, le cerveau ne se rend même pas compte que le symptôme est présent. Ce qui fait que c'est votre examen clinique qui va parfois dévoiler des déficits que les patients ignorent, même des gros déficits. Dans le cas d'un syndrome neurologique déficitaire, votre premier réflexe, c'est de faire une glycémie au doigt. Vous n'avez même pas besoin d'une infirmière pour le faire. Hein. Vous avez des appareils, juste vous piquez, vous avez une goutte de sang, vous le mettez sur le test et vous voyez tout de suite la glycémie. Si elle est inférieure à 0,7 g par litre, là, vous commencez à vous inquiéter. Vous resucrez le malade. Si jamais la glycémie est normale, vous pouvez être dans le cas d'un AVC. Et dans ce cas-là, votre raisonnement il doit être extrêmement carré avec les neurologues et avec les radiologues. Vous avez 3 situations. Soit vous êtes à moins de 4h30 du déficit. Et dans ce cas-là, vous appelez le neurologue vasculaire qui va déclencher ce qu'on appelle l'alerte thrombolyse. En effet, il faut savoir que cliniquement, devant un déficit en neurologie, vous n'êtes pas capable de savoir si le patient il fait de l'ischémie cérébrale ou une hémorragie cérébrale. Cliniquement, il n'y a pas de différence et le patient il peut ne pas avoir mal à la tête dans le cadre d'une hémorragie. Donc, l'urgence est à l'examen d'imagerie qui va vous dire si c'est plutôt ischémique ou si c'est plutôt hémorragique. Et si on a moins de 4h30, le neurologue va pouvoir utiliser un traitement qui s'appelle la fibrinolyse, qui est un traitement anticoagulant extrêmement puissant qui va permettre de lyser certains caillots responsables d'AVC. Et ça, ce traitement est contre-indiqué après 4h30 et dans beaucoup de situations. Donc, tous les déficits ultra récents de moins de 4h30 doivent pouvoir bénéficier de ce traitement qui peut vraiment sauver des vies. Donc, moins de 4h30, suspicion d'AVC, vous appelez le neurovasculaire, vous entrez dans ce qu'on appelle l'alerte thrombolyse et le patient va bénéficier d'une IRM en urgence. Pour une suspicion d'AVC de moins de 24 heures, la conduite est discrètement différente. C'est-à-dire que là, vous allez également rentrer dans une filière d'urgence qui est un petit peu moins urgente, qu'on appelle la thrombectomie. Un petit peu moins urgente, c'est-à-dire que vous n'êtes plus à la minute, mais vous êtes à la cinquaine ou dizaine de minutes. Le but, c'est que le patient obtienne le plus rapidement possible une imagerie du cerveau avec et sans injection pour voir les vaisseaux. Dans cette situation, l'IRM est toujours préférable, mais souvent, à cause de son manque de disponibilité à l'hôpital, vous allez vous retrouver à faire des scanners cérébraux sans et avec injection. On va rechercher toujours la même chose, soit un infarctus cérébral, soit un hématome cérébral. Et le patient va pouvoir éventuellement bénéficier d'une thrombectomie, c'est-à-dire d'un geste, on va aller retirer un caillot dans le cas des AVC ischémiques. Et puis vous avez la situation où le déficit il date de plus de 24 heures. Dans ce cas-là, à nouveau, on fait une imagerie de la tête, sans et avec injection, toujours en préférant l'IRM par rapport au scanner. Mais dans cette situation, c'est beaucoup plus rare qu'on puisse faire une thrombectomie et c'est contre-indiqué de faire une thrombolyse. Voilà. On change de sous-spécialité, on va maintenant parler de pneumo et de cardiologie. Alors, je vais essayer d'éviter d'être trop redondant par rapport à tout ce que vous a dit l'excellent docteur Bieloroba. D'abord, je vais vous parler des infections bronchopulmonaires. Alors, sur votre première garde aux urgences, surtout dans la période de coronavirus, j'imagine que vous allez croiser beaucoup de patients qui viennent avec une toux fébrile. Donc, toux fébrile égale suspicion de Covid-19 égale isolement respiratoire et contact. Et vous allez faire une PCR nasopharyngée pour rechercher le virus, plus ou moins un scanner si jamais le patient va être hospitalisé, parce qu'on sait que les scanners thoraciques déjà permettent de rechercher des embolies pulmonaires qui peuvent être associées dans le Covid. Également, c'est un facteur pronostic et d'évolutivité pour ces patients, puisque si jamais les images s'aggravent en cours d'hospitalisation, c'est que c'est des patients qui vont être plus graves. Et inversement, ça peut rechercher beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement que la radio de thorax des signes de Covid. Donc, ça peut également être un examen diagnostique. Donc ça, c'était le cas Covid. Maintenant, on rentre dans ce que vous allez voir en dehors de l'épidémie, à savoir, devant une toux fébrile, vous allez examiner vos patients et vous allez poser votre stéthoscope sur leur dos et rechercher des anomalies auscultatoires. La première anomalie, c'est le crépitant, c'est le bruit de pas sur la neige. Et dans ce cas-là, vous suspectez une pneumonie aiguë communautaire et vous demandez une radio de thorax. La radio de thorax, elle va vous montrer des signes de condensation alvéolaire dont je vais vous parler juste après. Si dans votre examen clinique, vous ne tombez pas sur des crépitants, mais sur des sibilants, des sifflements ou des ronquilles, qui évoquent plutôt une pathologie bronchique, alors il y a deux situations. Soit le patient est non-fumeur, jeune, en bon état général, et vous suspectez une bronchite virale. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'examen. Soit le patient est fumeur, et dans ce cas-là, vous suspectez une exacerbation de bronchite chronique. Et dans ce cas-là, vous pouvez demander une radiothorax pour aller rechercher
des foyers de pneumonie surajoutés, puisque ça peut être des tableaux qui sont un peu plus abâtardis que la pneumonie aiguë communautaire. Et puis vous avez une autre toux fébrile, un petit peu différente par son terrain plutôt que par son examen clinique, c'est le terrain immunodéprimé. Un patient qui a un VIH et qui a une toux fébrile, vous allez lui faire une imagerie, quelle que soit son auscultation, mais vous allez préférer faire un scanner du thorax plutôt qu'une radio, parce que les pathologies d'immunodéprimé sont différentes de l'immunocompétent, et notamment que vous allez pouvoir chercher des anomalies beaucoup plus fines d'atteinte pulmonaire, vous verrez ça dans les modules respectifs. Devant un patient qui est dyspnéique cette fois, eh ben, c'est la même chose. Vous suspectez avant tout en ce moment le Covid-19, donc isolement respi contact PCR et plus ou moins scanner. Et les gros messages que vous avez devant un patient qui est dyspnéique, d'abord, c'est vous contrôlez sa saturation, parce qu'un patient qui est en pleine crise d'asthme, un patient qui fait une insuffisance cardiaque, un patient qui fait un pneumothorax, s'il est en train de désaturer, eh ben, il faut avant tout lui donner de l'oxygène, avant de commencer à lui poser des questions, avant de l'examiner, avant de demander des examens. Et vous allez rechercher en particulier très rapidement, avant de commencer votre interrogatoire, les signes de gravité de la dyspnée aiguë, qui sont la polypnée, les signes de lutte, l'épuisement respiratoire, des signes de gravité hémodynamique avec des signes de choc ou des signes de gravité neurologique avec des troubles de conscience. Ça, j'imagine que vous l'avez vu en pneumo, vous allez le voir en pneumo pendant cette pré-rentrée. Et après, vous allez vous poser la question de l'étiologie de cette dyspnée. Pour ça, vous avez 3 examens qui sont complémentaires, c'est l'ECG, la radiothorax et le gaz du sang. Alors l'ECG, vous le faites principalement pour les causes cardiaques, notamment l'infarctus du myocarde, la radiothorax parce qu'elle permet d'identifier les différentes causes de dyspnée mieux que le scanner, elle est plus accessible, et le gaz du sang pour coter la gravité de la dyspnée. Sur votre examen clinique, il y a quand même 3 tableaux qu'on va pouvoir individualiser en fonction des temps d'inspiration. Si le patient il est plutôt gêné au niveau inspiratoire, vous avez les corps étrangers, les réactions allergiques type œdème de Quincke et la laryngite. Mais c'est plutôt des étiologies rares que vous verrez peu. Par contre, des patients qui ont des freins expiratoires ou des sifflements expiratoires, ça vous allez en voir beaucoup, puisque c'est des tableaux d'œdème aigu pulmonaire ou d'exacerbation de BPCO ou d'asthme. Donc ça, vous en verrez souvent. Et puis des patients qui ont des difficultés à respirer, quel que soit le temps inspiratoire, ça peut aussi être des patients qui ont une pneumonie, un pneumothorax, une embolie pulmonaire ou l'œdème aigu pulmonaire grave, ainsi que des péricardites. Donc voilà, vous avez ces différents tableaux. Et je vous ai mis en jaune ceux que je vais vous présenter en radio, parce que c'est des situations dans lesquelles la radiothorax montre facilement la cause de la pathologie, que vous devez être capable de les lire dès votre arrivée à l'hôpital. Alors, le cas de la pneumonie aiguë, c'est un cas un petit peu caricatural que je vous ai mis là, avec une pneumonie grave bilatérale. Vous voyez une condensation, c'est-à-dire une augmentation de la densité de l'absorption des rayons X dans les 2 champs pulmonaires, avec des anomalies qui sont sur le côté gauche de la radio. Je vous rappelle qu'en radio, les côtés sont inversés. La gauche est à droite, la droite est à gauche parce que vous regardez depuis les pieds ou depuis la face du malade. Donc, sur le côté gauche, vous voyez par exemple ici des anomalies élémentaires qui sont mieux visibles, qui sont des nodules, des grosses taches, des petites masses confluentes même, de tonalité hydrique, puisqu'elles vont effacer les vaisseaux qui contiennent du sang et donc de l'eau. Vous ne voyez pas la trame vasculaire en arrière de ces nodules. Ces nodules flous, ils finissent par former des condensations en se rejoignant les unes les autres, qui sont plutôt systématisées. Vous voyez que là, par exemple, ça a pris tout un poumon. Là, c'est en train de dessiner un lobe pulmonaire. Parfois, ça va dessiner juste des segments, c'est-à-dire des formes triangulaires dans le poumon, en respectant les scissures. Et vous voyez à travers cette condensation hydrique l'image de bronchogramme aérien, c'est-à-dire l'apparition en négatif de l'arbre bronchique. Ça, c'est le tableau typique d'une pneumonie aiguë. Alors là, je vous en ai mis une cognée pour que vous voyez très bien les signes, mais dans ce que vous verrez aux urgences, vous verrez souvent des pneumonies qui sont réduites à un lobe, et vous devrez retrouver les mêmes signes que ceux que je vous ai montrés ici. La radio de l'OAP, pareil, il faut vraiment se la mettre en tête parce que vous allez souvent en voir. Alors là, je vous ai mis aussi un cas grave pour que vous voyez bien les signes élémentaires. En gros, ça commence par une redistribution vasculaire, c'est-à-dire que normalement, vous avez plus de vaisseaux ouverts, d'anastomose vasculaire ouverte dans les champs inférieurs que dans les champs supérieurs du poumon. Et dans la situation où la pression dans les capillaires pulmonaires augmente par insuffisance cardiaque, et progressivement, le corps va s'adapter en augmentant, en ouvrant les anastomoses des champs supérieurs. Donc, vous allez voir apparaître la trame vasculaire dans les champs supérieurs. Vous perdez le gradient
inféro-supérieur, vous avez donc une redistribution vasculaire, c'est ça le nom du terme sémiologique. Vous allez avoir de l'œdème périhilaire, c'est-à-dire ce fameux œdème en aile de papillon autour des îles pulmonaires, de deux côtés de la silhouette cardiaque. Vous pouvez avoir un petit peu d'épanchement pleural. Alors l'épanchement pleural, vous allez le voir comme une opacité hydrique qui efface les bords des récessus costodiaphragmatiques, c'est-à-dire un effacement des bords nets normalement qui est entre les coupoles du diaphragme et les champs pulmonaires. Et vous pouvez avoir, dans le cas des insuffisances cardiaques un petit peu chroniques, cardiomégalie, c'est-à-dire l'apparition d'une augmentation de ce qu'on appelle l'index cardiothoracique, c'est-à-dire le fait que les bords du cœur sur les bords du thorax soient supérieurs à 0,5. Voilà. La radio de la BPCO et on pourrait dire aussi de l'asthme grave, ça va être un patient qui est en distension thoracique. Vous allez voir moins bien la trame bronchovasculaire. Vous allez voir une distension thoracique. Alors la distension thoracique, essayez de garder en tête, parce que ça, on va vous le poser même à l'ECN, que quand vous faites une radio de thorax, les rayons de la radio de thorax, ils viennent du dos et ils vont vers l'avant. Du coup, les arcs postérieurs de côte sont ceux qu'on voit le mieux, tandis que les arcs antérieurs de côte sont ceux qu'on voit moins bien. Les arcs antérieurs, ils descendent vers vous, les arcs postérieurs qui sont plus nets, ils descendent vers la latéralité. Donc, pour parler de distension thoracique, soit vous voyez 10 arcs postérieurs, soit vous voyez 7 arcs antérieurs. Donc là, voilà, ça c'est un patient qui est totalement distendu. Les autres signes de distension pulmonaire, ça va être la chute du médiastin, parce qu'il faut imaginer que là, le thorax est extrêmement distendu, hein, qui refoule l'abdomen vers le bas, donc le médiastin qui flotte un peu entre les deux poumons tombe, médiastin en goutte. Le signe que vous verrez également bien chez un patient qui est assis, c'est l'aplatissement des coupoles. Normalement, à cause du foie, vous avez la coupole diaphragmatique droite qui est plus haute d'un espace intercostal que la coupole diaphragmatique gauche. Dans cette situation, vous voyez que non seulement les coupoles sont plates, mais en plus, vous avez perdu la surélévation de la coupole droite par rapport à la gauche. Vous avez les épanchements pleuraux aussi qu'il faudrait savoir identifier. Alors, vous en avez de deux types. D'abord, vous avez l'épanchement pleural liquidien. Alors, toujours pareil, hein, c'est des tableaux extrêmement cognés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un épanchement pleural de faible abondance de tonalité liquidienne, ça pouvait effacer un petit peu comme ce qu'on a ici à droite, le bord costodiaphragmatique droit. Mais quand il est plus abondant, vous pouvez avoir d'abord un épanchement de densité liquidienne avec un raccord à la paroi qui est, je ne sais pas si vous le voyez ici, concave vers le haut. Ça s'appelle la ligne de damoiseau. Ça signe un épanchement dans la plèvre. Ça ne correspond pas du tout au même tableau que la pneumonie aiguë où vous avez une condensation du parenchyme pulmonaire. Cette fois, comme il y a un niveau liquidien, vous allez avoir une ligne concave par rapport à cet épanchement. Ça, c'est la ligne de damoiseau. Vous allez avoir un effet de masse sur le médiastin en cas d'épanchement de grande abondance. Là, vous voyez que le cœur il est dévié vers la droite par l'épanchement. Et puis, vous avez du coup cet épanchement qui est dense. L'autre type d'épanchement pleural, c'est l'épanchement gazeux, c'est le pneumothorax. Alors, dans cette situation, vous avez un croissant radiotransparent à la périphérie de la plèvre. Je pense que le pneumothorax, c'est le tableau le plus difficile à voir quand vous commencez. Pour vous aider, vous pouvez vous baser d'abord sur la disparition de la trame vasculaire périphérique. C'est-à-dire que c'est normal de ne pas bien voir la trame vasculaire à la toute périphérie du poumon. Mais normalement, vous êtes quand même censé être capable de la deviner, particulièrement à plus de 1 cm du bord de la radio, vous êtes censé voir des vaisseaux. Si vous ne les voyez pas, vous commencez à suspecter un pneumothorax. L'autre signe, on va dire pathognomonique du pneumothorax, c'est le fait de pouvoir identifier une ligne de plèvre décollée. Alors, je vous le repasse. Vous voyez ici le bord de la plèvre viscérale par rapport à la plèvre pariétale, et ça vous signe un pneumothorax. L'autre, on va dire, grand tableau nosographique que vous allez voir dans les dyspnées, c'est l'embolie pulmonaire. Alors, classiquement, dans l'embolie pulmonaire, on va faire simple, la radiographie thoracique, elle ne va rien vous montrer de particulier. C'est-à-dire que l'infarctus pulmonaire, il est assez rare, il ne se voit pas bien en radio. Donc, devant un patient qui se plaint de dyspnée aiguë, non fébrile, qui a une radio normale, un ECG qui vous dit que ce n'est pas un infarctus, vous commencez à penser à l'embolie pulmonaire. Eh ben, vous avez fait votre bilan initial qui vous a permis d'éliminer les autres causes de douleurs thoraciques, par exemple péricardite, infarctus, dissection aortique, et vous commencez à vous orienter vers votre suspicion d'embolie pulmonaire. Avant de demander un scanner injecté pour suspicion d'embolie pulmonaire, vous allez vous baser sur ce score-là, que je vous invite à garder dans un carnet. Ça s'appelle le score de Genève.
c'est un score de probabilité clinique d'embolie pulmonaire. En gros, vous allez coter différents icônes, l'âge du patient, plus de 65 ans, des antécédents personnels de phlébite ou d'embolie pulmonaire, un antécédent récent de chirurgie sous anesthésie générale ou de fracture du membre inférieur qui date de moins d'1 mois, un cancer actif ou qui a été mis en rémission il y a moins d'1 an, la présence d'une douleur unilatérale d'un membre inférieur, puisque je vous rappelle qu'une embolie pulmonaire, c'est un thrombus dans les artères pulmonaires et que ce thrombus, il provient généralement des jambes. Donc une douleur unilatérale au membre inférieur, ça augmente le risque d'avoir une embolie pulmonaire. Le fait que le patient se soit plaint d'une hémoptysie, c'est-à-dire qu'il ait craché un petit peu de sang. Le fait que le patient soit tachycarde, à plus de 75, voire à plus de 95 battements par minute. Et puis la présence du coup d'un œdème des membres inférieurs ou d'une douleur unilatérale d'un membre inférieur. Vous utilisez ce petit tableau, vous nous faites un score de probabilité. Si ce score de probabilité il est inférieur ou égal à 10, dans ce cas-là, vous allez demander un dosage biologique avant de nous appeler. Ce dosage, c'est les dédimères. Les dédimères, c'est une protéine de dégradation des protéines de la coagulation. Quand ils sont augmentés, positifs, on va alors suspecter fortement l'embolie pulmonaire et on va faire le scanner. Et vous avez une autre situation dans laquelle vous avez un score de Genève qui est extrêmement élevé, supérieur ou égal à 11. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire de dédimère et vous appelez directement le radiologue pour demander un angioscanner thoracique pour suspicion d'embolie pulmonaire. Voilà, on continue avec le digestif. Je suis désolé, ça fait un peu catalogue. J'espère que vous n'êtes pas en train de décéder devant vos écrans. Dans la situation où vous avez un patient qui vient pour douleur abdominale aiguë, vous allez faire d'abord et avant tout un examen clinique qui va vous amener à suspecter différentes pathologies. Donc l'examen d'une douleur abdominale aiguë, vous divisez l'abdomen en 9 cadrans. Vous commencez par, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre autour de ce jeune homme particulièrement musclé. Vous commencez par la fosse iliaque droite. Qu'est-ce qui peut faire mal en fosse iliaque droite? Principalement l'appendicite, la pyélonéphrite et la grossesse extra-utérine. Vous aurez également des cas de colite, notamment dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et des causes pelviennes chez la femme, les infections génitales hautes et les torsions ovariennes. En flanc droit, vous allez avoir les pyélonéphrites aigus et la grossesse extra-utérine, toujours, des localisations atypiques d'appendicite et des tumeurs coliques qui peuvent être responsables de tableaux subocclusifs et de douleurs dans le flanc. En hypocondre droit, cette fois, on se rapproche, donc vous avez toujours la pyélonéphrite aiguë, puisque c'est à peu près la zone de projection du rein, mais vous allez avoir les pathologies hépatiques et biliaires, notamment les lithiases biliaires, qu'il faudra savoir grader. Et vous avez également les causes thoraciques basses, c'est-à-dire un patient qui aurait une embolie pulmonaire ou une pneumonie des bases, il peut se plaindre de douleurs en hypocondre droit, donc il faut savoir y penser. En épigastre, vous allez avoir les infarctus inférieurs. Donc, un patient qui a une douleur abdominale haute, vous lui faites un ECG. Vous avez les ulcères gastro-duodénaux et vous avez les pathologies lithiasiques biliaires et la pancréatite aiguë. Hypocondre gauche, vous avez la pyélonéphrite aiguë, vous avez l'ulcère gastro-duodénal et puis vous avez les rares infections de la rate, mais c'est rare. Vous ne devriez n'y penser pas tout de suite. Vous avez les douleurs de flanc gauche, donc c'est à peu près la même chose, pyélonéphrite aiguë, grossesse extra-utérine. Vous n'avez pas l'appendicite, ça c'est juste moi qui me suis trompé dans ma diapo, et vous avez les tumeurs coliques. En fosse iliaque gauche, vous allez penser à la diverticulite, toujours à la pyélonéphrite et à la grossesse extra-utérine, aux causes de colite et aux infections génitales aux torsions d'annexe. Et puis pour les douleurs hypogastrique, vous allez avoir du coup les causes pelviennes, grossesse extra-utérine, la rétention aiguë d'urine et la cystite, et puis vous avez les appendicites pelviennes et les infections génitales hautes. Donc pour faire la part des choses entre tout ce tableau, que je vous invite également à garder dans un petit carnet pour vos gardes aux urgences, on va avoir différents examens d'imagerie, c'est-à-dire que tout ça ne va pas être diagnostiqué de la même façon. D'abord, douleur abdominale aiguë, vous faites chez une femme jeune des bêta-HCG pour rechercher une grossesse que la patiente ignorerait, parce que vous avez vu que la grossesse extra-utérine, elle était souvent présente et qu'il faut qu'on sache une douleur abdominopelvienne chez une femme avec des bêta-HCG positifs, c'est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire, ça doit être pris en charge en urgence parce que c'est une urgence chirurgicale. La patiente peut mourir très rapidement d'un choc hémorragique. Puis vous allez également faire une bandelette urinaire parce que dans les causes fréquentes de douleurs abdominales aiguës, notamment fébriles, vous avez la pyélonéphrite. Dans les douleurs abdominales aiguës non fébriles, vous allez avoir les coliques néphrétiques. Donc, tout ça peut être diagnostiqué sur une bandelette urinaire. Donc, douleur abdominale, bêta-HCG, bandelette urinaire. Ensuite, dans la situation où votre patient va très mal, qu'il a une défense généralisée, une contracture de tout l'abdomen ou qu'il est en choc, il n'y a pas de débat à avoir. Vous allez faire un scanner et ce scanner, il sera injecté. D'accord ? Vous suspectez une cause chirurgicale, un ulcère perforé,
une tumeur perforée, un syndrome occlusif compliqué, puisque le tableau est extrêmement bruyant, de toute façon, ce sera scanner. Dans les situations où le patient va bien, que les bêta-HCG sont négatifs et que la bandelette urinaire ne vous informe pas, on commence à penser à l'imagerie. Alors d'abord, le gros message, douleur en haut de l'abdomen, vous pensez aux causes cardiaques, notamment à l'ECG, donc vous faites une auscultation, un ECG pour recherche de l'infarctus du myocarde inférieur, et puis vous faites une auscultation thoracique pour recherche de foyer de pneumonie ou d'épanchement pleuraux. Ensuite, vous avez la situation où la douleur, elle est plutôt épigastrique ou dans l'hypocondre droit. Et là, vous suspectez des causes hépatiques. Donc, vous faites un bilan hépatique. Et si jamais il est perturbé, notamment que vous avez de la cholestase, on va se diriger vers l'échographie hépatique et des voies biliaires pour rechercher une lithiase biliaire. Vous avez la situation où la douleur est fébrile et vous êtes en fosse iliaque droite, la patiente n'est pas enceinte, ce n'est pas une pyélonéphrite puisque votre BU était négatif. Et ben dans ce cas-là, vous partez vers une échographie abdominopelvienne à la recherche d'une appendicite chez un sujet jeune, ou peut se discuter chez le sujet obèse, chez qui vous savez que l'échographie, comme on l'a dit tout à l'heure, n'allait pas être informative, un scanner injecté. La douleur est localisée en fosse iliaque gauche chez un sujet âgé, vous suspectez plutôt une diverticulite, vous partez sur un scanner avec injection. Et je vais compliquer les choses en rajoutant une exception à tout ce que je viens de dire jusque-là. Un patient qui a une défense épigastrique extrêmement importante, avec une attitude en chien de fusil, vous allez penser à une pancréatite aiguë. La pancréatite aiguë, c'est une urgence. Le patient va être hospitalisé en gastro-entérologie. Mais c'est une urgence qui ne va pas nécessiter de scanner immédiatement. En fait, on sait que dans la pancréatite aiguë, vous avez une grosse inflammation du pancréas. C'est la raison pour laquelle les patients sont très douloureux, parce que le pancréas est juste en avant du complexe cœliaque de sensibilité, ce qui fait que les patients ont extrêmement mal au ventre. Ils peuvent être très inquiétants. Et vous allez doser la lipase, et la lipase, qui est une hormone pancréatique, va revenir au plafond, en vous informant que le patient fait une pancréatite aiguë, et vous n'allez pas demander le scanner tout de suite, vous allez le demander dans 3 à 4 jours, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que le scanner va être capable de vous donner le pronostic du malade. C'est-à-dire qu'au scanner, on recherchera différents signes que vous aurez le temps d'apprendre plus tard, qui nous permettent de savoir si c'est une pancréatite qui est plutôt nécrosante ou inflammatoire, et en fonction, le patient aura une orientation plus chirurgicale ou exclusivement hospitalière simple. D'accord ? Par contre, devant une pancréatite aiguë qui a été diagnostiquée, c'est-à-dire vous avez la défense et la lipasémie augmentée, vous allez demander une échographie des voies biliaires parce que dans les causes de pancréatite aiguë, vous avez la lithiase biliaire et que cette lithiase, si jamais elle est responsable d'une pancréatite aiguë, on peut aller la retirer en phase aiguë pour soulager le malade et éviter des complications. Donc voilà, une défense avec une douleur épigastrique, vous dosez la lipase avant de commencer à vous demander si on va faire une imagerie. Comme ça, vous choisissez bien la bonne imagerie adaptée. Petite parenthèse, si jamais vous avez donc une pyélonéphrite, c'est-à-dire une douleur abdominale aiguë fébrile avec une bandelette urinaire qui vous dit qu'il y a des leucocytes ou des nitrites, ce qui vous marque une infection bactérienne, notamment chez la femme, et que la patiente va bien, il n'y a pas d'indication à une imagerie en urgence. C'est pour ça qu'il faut faire la bandelette urinaire avant de nous appeler. On continue avec le syndrome occlusif. On a bientôt terminé, je vous rassure. Le syndrome occlusif, sa définition, c'est un arrêt des matières et des gaz d'au moins 48 heures et ou des nausées, des vomissements et ou un météorisme abdominal et ou une douleur abdominale. Donc vous voyez que finalement, assez souvent, vous allez y penser. Et quand vous y pensez, toujours avant d'appeler le radiologue, vous allez faire 3 choses. La première, c'est que vous allez interroger le malade, savoir s'il a des antécédents opératoires, parce que une des principales causes de syndrome occlusif, c'est les brides post-opératoires. Des patients qui ont été opérés du ventre ont développé des cicatrices avec des bandes fibreuses à l'intérieur du ventre, ce qui peut provoquer des torsions du tube digestif dessus, et donc le syndrome occlusif. Et puis, vous allez chercher des antécédents de cancer digestif chez ces malades, puisque c'est une autre cause fréquente de syndrome occlusif. Vous allez palper le ventre des malades, notamment les orifices herniaires, parce que si jamais le patient fait une hernie étranglée, c'est-à-dire qu'il y a un bout de tube digestif qui a traversé la paroi abdominale et qui est en train d'être étranglé dans la paroi abdominale, vous allez la réduire au lit du malade, lui éviter d'attendre 4 heures et de nécroser son tube digestif. Donc l'orifice hernière, vous pouvez le traiter immédiatement sans imagerie. Vous sentez une boule sous la peau douloureuse, vous allez pousser dessus pour la réduire. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous appelez votre chef, vous appelez l'interne de chirurgie viscérale, et puis vous allez faire un toucher rectal, parce qu'une autre cause fréquente de syndrome occlusif, c'est le fécalome, et le fécalome, il s'évacue au doigt, désolé pour vous, mais il ne nécessite pas d'imagerie. Donc ça, c'est 2 situations, vous allez juste, en touchant le malade, le guérir sans imagerie.
Puis vous allez faire un prélèvement sanguin et sur ce prélèvement, vous allez notamment faire attention à la calcémie et au potassium qui sont des causes de syndrome occlusif-like qui nécessitent des traitements en urgence et toujours sans imagerie. Et donc, si vous avez fait ces 3 éléments, là, vous pouvez nous appeler pour demander un scanner abdominopelvien injecté et ensemble, on va essayer de trouver l'endroit qui coince avant d'appeler le chirurgien pour qu'il puisse éventuellement opérer le malade ou juste l'hospitaliser en chirurgie avec une sonde nasogastrique en attendant que le syndrome occlusif se lève. On va terminer avec l'orthopédie. Alors, l'orthopédie, ça, c'est la grosse cause. Je pense que les principaux patients que vous allez voir au début, ça va être des patients de traumato, parce que c'est les patients qui sont les plus faciles à gérer. En gros, quel que soit le site, vous allez avoir un patient qui va venir en vous rapportant un trauma, ou cliniquement, vous allez suspecter une fracture, parce que le patient vous dit, ben voilà, j'ai mal là, le bras qui ne bouge plus, c'est des patients qui sont très douloureux. Les signes de fracture, vous les reconnaîtrez facilement. Mais vous avez 3 questions hyper importantes auxquelles il faut répondre. Peau, pouls et nerfs. La peau, c'est-à-dire toute dermabrasion ou toute fracture ouverte est une urgence pour vous. Une dermabrasion, c'est suspicion de tétanos, donc vous demandez les vaccins et vous demandez notamment le vaccin tétanique chez le patient. Si jamais il vous dit qu'il ne sait pas trop, vous faites un test, plus ou moins une prophylaxie par sérum antitétanique. Et puis une fracture ouverte, c'est une urgence chirurgicale orthopédique. Donc, vous appelez tout de suite les orthopédistes et vous discutez de l'antibiothérapie en même temps qu'on fera le bilan d'imagerie. Si la peau va bien, vous cherchez les poux en distalité du foyer de fracture. Si jamais, par rapport au contralatéral, vous ne sentez pas le pouls, eh ben, vous appelez cette fois non seulement l'orthopédiste, mais également le chirurgien vasculaire, parce que le risque, c'est l'ischémie aiguë de membre en aval de la fracture, avec une plaie vasculaire qui doit être réparée en urgence. Et enfin, vous avez nerf, c'est-à-dire que le patient a le droit d'avoir très mal à l'endroit de sa fracture, mais il ne doit pas être déficitaire en distalité, sinon vous suspectez une lésion nerveuse. Et à nouveau, en cas de suspicion de lésion nerveuse, le patient va partir en chirurgie orthopédique. Vous vous êtes assuré que peau pounaire allait correctement. Vous pouvez continuer de vous occuper vous-même du patient en recherchant une fracture ou une luxation avec des incidences en radiographie standard que vous allez demander centrées sur la suspicion de foyer fracturaire et vous allez toujours demander 2 incidences orthogonales parce que rappelez-vous que la radiographie standard, c'est l'imagerie de projection. Donc, pour essayer de comprendre quelque chose à un foyer de fracture, il vous faut 2 incidences qui se croisent pour pouvoir essayer d'aligner le mieux possible le trait de fracture. Si jamais vous ne comprenez rien et que votre patient est toujours très douloureux avec vos radios, vous pouvez éventuellement demander un scanner avec un avis orthopédique. Vous ferez juste attention à une situation. Dans le cas de suspicion de fracture du rachis, vous immobilisez le malade, c'est-à-dire si c'est une suspicion de fracture du rachis thoraco-abdominopelvien, et ben vous allongez le malade et vous demandez sa mobilisation tête, tronc, bassin aligné. Et si jamais c'est une suspicion de fracture cervicale, vous mettez une minerve et vous l'envoyez dans un deuxième temps au scanner. Ça ne sert à rien de faire passer au scanner une fracture instable du rachis cervical. Alors, je voulais terminer en vous présentant quelques cas, mais je pense qu'on va être un petit peu juste au niveau du temps. Je voulais vous parler surtout de la fracture du fémur, parce que c'est la fracture, on va dire, à la fois la plus grave et la plus fréquente que vous allez croiser aux urgences, je pense, chez le sujet âgé. Les patients ils se présentent avec une attitude du traumatisé de membre inférieur, avec un membre qui est raccourci et tourné vers l'extérieur. Ils sont douloureux, ils ont une impotence fonctionnelle, ça c'est comme dans toutes les fractures. Vous faites votre petit check-up peau, pouls, nerfs, et vous allez demander donc une radio de bassin de face avec une hanche face profil. Cette hanche, pour pouvoir l'interpréter, je vous donne quelques pistes sémiologiques parce que c'est vraiment la radio que vous voyez souvent, donc je vais quand même faire un micro point dessus. En gros, vous allez vous intéresser à cet angle, qui est l'angle CC''D. C, c'est au milieu de la tête du condyle. D, c'est l'axe de la diaphyse fémorale. Et C', c'est au croisement des 2 axes, la diaphyse et le col fémoral. Cet angle, normalement, il vaut 130 degrés. Et si jamais il varie, ça peut vous indiquer des fractures. Alors, vous avez en gros 4 situations de fracture du col du fémur. 2 qui vont être traitées par des traitements plutôt conservateurs. C'est la classification de Garden, avec les Garden 1 et les Garden 2. Vous voyez que dans la fracture de Garden 1, votre angle CC''D, il va s'ouvrir, être supérieur à 135 degrés. Et dans ces 2 situations, l'os en fait est impacté, c'est bien engrainé, vous avez encore du contact entre les 2 surfaces osseuses, ce qui fait que les patients vont être traités en chirurgie orthopédique, plus ou moins. C'est-à-dire que si jamais ils sont très stables avec une Garden 1, parfois ils ne vont pas être traités du tout, on va juste immobiliser la jambe.
parfois, ils vont être traités avec du matériel d'ostéosynthèse, mais on ne va pas avoir besoin de remplacer la tête fémorale, notamment parce qu'il n'y a pas mise en péril de la vascularisation de la tête du fémur. Puis vous avez les fractures plus complexes, qui sont les fractures Garden 3 ou 4, où vous allez avoir dans cette situation un raccourcissement de l'angle CC'D qui est plus petit que 125 degrés. Puis vous allez voir que vos travées osseuses vont être interrompues à la base du col fémoral. Vous allez avoir une perte de contact des surfaces osseuses fracturées, incomplète dans le Garden 3, complète dans le Garden 4. Et dans cette situation, vous allez le plus souvent être amené à poser des prothèses chez ces patients. Alors ça, c'était pour les diagnostics différentiels, mais on n'a pas trop le temps d'en parler. Je finirai en vous disant du coup que d'abord, ça va être un plaisir de travailler avec vous et de vous avoir au téléphone pendant vos gardes, qu'il ne faut pas vous angoisser pour vos premières gardes aux urgences, mais que c'est vraiment l'endroit où vous allez le plus apprendre et on sera le plus content de vous voir souvent parce que vous allez être de plus en plus capable de gérer des patients et que c'est vraiment très, très responsabilisant. Que l'externat, c'est quand même assez sympa et que vous allez pouvoir voir toute la médecine et tout oublier après, ce qui est extrêmement angoissant. Et je voulais vous dire aussi, je suis désolé parce que le cours était un peu catalogue, mais moi j'anime un groupe de radiologie sur Facebook où j'essaye de poster des vidéos qui vous expliquent différents aspects à l'ECN de la radiologie, que vous retrouverez sous le nom de TR d'externe. Voilà, donc je poste pas très souvent ces derniers temps parce que j'étais en vacances en thèse et en ce moment je suis dans un stage de radio interventionnelle où j'ai pas beaucoup de temps, mais j'espère pouvoir vous y revoir et puis répondre à vos questions là-bas. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ceci étant, pour pouvoir voir des questions, il faudrait que j'ai... Tac, tac, tac. Alors, attendez, pouce 2 minutes. J'ai pas les commentaires en live, donc je vais pas trop pouvoir savoir si j'ai des questions. Tu peux voir les questions. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Mais si jamais, c'est dans l'option qui s'appelle converser. Mais tout le monde te remercie en tout cas. Mais tu n'as pas de questions précisément. C'est le plus important. Écoutez, de toute façon, si jamais vous avez le cerveau qui est complètement mort et que ce que je peux comprendre après des grosses journées, vous enchaînez les trucs, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou à mettre des messages dessus si jamais vous avez des problèmes qui vous arrivent pendant vos trucs. Et puis moi, je suis très très pressé de vous voir tous en garde, ça se passera très bien. Et voilà, vous inquiétez pas. Si, ça y est, j'ai accès à des questions. Alors, ok, parfait. Tip. Alors, attendez, beaucoup de merci, oui, beaucoup de merci. Mais alors, attends, il y a un peu tout du long si tu as la déterre de remonter. Alors, pouce. Bougez pas. Alors, si on fait un scanner d'une partie du corps, exemple, rachis lombaire, le patient souffre-t-il d'une irradiation pour seulement cette partie ou pour tout le corps? Alors, globalement, il va souffrir d'une irradiation, ça c'est de la radioprotection, on aura le temps d'en parler un peu plus tard. Dites-vous bien que, en tout cas, le gros de la dose, ça va être dans le champ d'exploration. Donc, si vous demandez un scanner du rachis, si on explore tout le rachis, c'est tout le corps du patient qui est irradié. Si vous demandez un scanner pelvien, abdominopelvien, notamment chez la femme jeune, ça pose des problèmes d'irradiation des ovaires parce que la dose est intense puisqu'il faut traverser beaucoup de structures osseuses dans le pelvis. Donc voilà, quand vous demandez un scanner d'une partie du corps, l'irradiation, elle se dépose sur tout notre champ d'exploration. Pourquoi les produits de contraste iodé sont néphrotoxiques? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La principale, on va être simple, c'est qu'ils s'agrègent dans les tubules rénales et posent des problèmes de réabsorption de l'urine. Ça, vous verrez ça en néphro. En gros, ça bloque le système sécrétoire du rein. Si tu n'as aucune info sur une éventuelle allergie, est-ce qu'il y a un moyen de tester la dite allergie ou est-ce que dans ce cas, on tente le coup? Alors, si le patient vous dit « j'ai jamais eu d'allergie, on m'a jamais injecté quoi que ce soit », on y va. Si le patient vous dit « je me rappelle, une fois on m'a fait un scanner et je suis devenu tout rouge ou j'ai eu du mal à respirer », dans ce cas-là, on arrête tout. Normalement, le patient il est censé avoir fait un bilan allergologique pour qu'on sache à quel produit de contraste iodé il a fait une allergie, parce que nous, on en a, c'est comme les médicaments, les produits de contraste iodé, on en a plusieurs. Il y a le Visipac, le Ioméron, le Xenetix.
Bref, on peut utiliser un produit d'une autre classe. Normalement, un patient qui a fait une vraie allergie, il est censé avoir croisé le chemin d'un allergologue, et cet allergologue, il doit lui avoir fait un bilan en disant, bah voilà, il est allergique à tel produit, donc vous pouvez utiliser tel autre et tel autre. Mais si jamais on sait qu'il a fait une allergie ou qu'il vous rapporte une histoire d'allergie et qu'on ne sait pas à quoi, eh ben, on va devoir faire des scanners sans injection et trouver des astuces pour réussir à poser des diagnostics sans utiliser de produits de contraste. Certains pacemakers sont autorisés, c'est ce que j'essayais de dire en vous disant que les pacemakers de nouvelle génération maintenant sont autorisés dans l'IRM. Ce n'est pas le cas de tous les pacemakers. Quand vous avez un pacemaker, il vaut toujours mieux dire attendez, pousse le patient à un pacemaker. On peut faire un diagnostic d'AVC et envoyer un patient en thrombectomie avec un scanner angioscanner. Il vaut mieux faire ça que de faire un arrêt cardiaque ou des troubles du rythme dans l'IRM. Et si jamais le patient a un pacemaker compatible, il le saura parce que normalement, il doit se promener avec un petit carnet avec les références de son pacemaker. Et si jamais vous avez toujours un doute, vous pouvez demander un avis au cardiologue. Faire une IRM avant la ponction pour éviter l'engagement vigilance détail. Je ne comprends pas la question. Je veux bien que tu reformules R2D2. Quand est-ce qu'on suspecte un engagement cérébral? On suspecte un engagement cérébral devant une méningite fébrile. Dans le cas d'une méningite fébrile, quand est-ce qu'on suspecte un engagement cérébral? Alors, en fait, une méningite fébrile, on est d'accord, c'est une infection des méninges. Par contre, parfois, la méningite, elle se complique avec des abcès dans le cerveau ou une encéphalite. Dans ce cas-là, vous allez avoir non seulement le syndrome méningé fébrile, mais en plus des signes neurologiques. Le patient il va être épileptique ou il va avoir des altérations de la conscience. Ça, c'est des signes d'atteinte du cortex. C'est-à-dire que ce n'est plus une méningite simple. On a des signes d'irritation du cortex, des signes d'atteinte neuronale. Donc, dans cette situation-là, on va faire une imagerie cérébrale avant de faire la ponction lobaire parce qu'on craint qu'il y ait un effet de masse dans le cerveau et que cet effet de masse soit aggravé au moment où on fait la ponction lobaire. C'est-à-dire que la ponction lobaire, elle va prélever du LCS. Si la situation était sous tension au niveau cérébral, et ben vous avez un risque que le cerveau s'écrase tout seul pendant la ponction lobaire. Et puis l'autre raison, c'est que quand vous avez un effet de masse avec un engagement, la situation, elle n'est pas juste médicale, mais elle est aussi chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin soit de drainer l'abcès, soit de le retirer, soit de soulager l'engagement, parce que c'est des situations où les patients peuvent faire des arrêts cardiaques d'origine neurologique ou tomber dans des comas d'origine neurologique si on ne soulève pas la situation sur le plan chirurgical. OAP dépend de sévérité, que expi ou tout le temps. Alors, l'OAP, cliniquement, c'est expi au début et à tous les temps après, mais il n'y a pas vraiment de cut-off. Hein. La gravité de l'OAP, vous le jugez sur la radio de thorax et l'état clinique du malade. Pourquoi ça efface les vaisseaux? Alors, pourquoi quoi efface les vaisseaux? Pourquoi est-ce que les pneumonies, j'imagine, effacent les vaisseaux? Parce que vous allez remplir les alvéoles pulmonaires et que les vaisseaux, la trame vasculaire, elle est en arrière des champs pulmonaires et que au milieu des alvéoles. Et quand vous remplissez vos alvéoles, du coup, qui sont normalement en noir, puisqu'elles sont remplies d'air et que totalement radiotransparentes, par du liquide, donc du pus, vous remplissez totalement votre alvéole, et ben vous effacez, puisque c'est de l'imagerie de projection, les vaisseaux qui passent entre vos alvéoles. Montrer le bronchogramme aérien SVP, je peux te le remontrer plus tard. De toute façon, il y a une vidéo sur la radio de thorax, comment lire la radio de thorax sur mon groupe Facebook, j'ai oublié de vous le dire, où là, je passe beaucoup plus de temps à expliquer les signes sémiologiques, donc vous pouvez aller voir là-bas si vous avez des questions ou vous voulez revoir les imageries. Est-ce qu'on peut appeler l'interne de gastro pour le TR? Tu peux toujours essayer, mais je te souhaite bon courage parce que je pense qu'il va te tuer. Non, non, un TR, c'est à faire par n'importe qui peut faire un TR. Il n'y a pas de risque de perforation, par exemple, pendant un TR. Au contraire, il faut l'évacuer, c'est tout. Vous pouvez vous faire aider par une infirmière si jamais elle est gentille avec vous, mais c'est tout. Comment vous savez que c'est un fécalome? C'est mon petit doigt qui me le dit. C'est une excellente blague et c'est extrêmement vrai. Faut demander quel semestre d'abord. Iris, j'ai pas compris la question. Et offrir un verre avant quand même, j'aime beaucoup. Tac, tac, tac. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Si on fait un scanner, ça c'est déjà posé. Un bouquin pour la radio pour les nuls. Alors oui, il y en a un. Il y en a un qui est un petit bouquin bleu que je vais aller chercher si vous restez en ligne. Je vous posterai la photo sur Facebook. Le Collège des enseignants de radiologie, vous pouvez le feuilleter à la BU, mais je ne pense pas que ce soit la peine de l'acheter. Et vous aurez de toute façon de la radiologie expliquée un peu dans toutes les spécialités. Donc voilà. Question. Oui, question. Quelle question? Oui, la radio pour les nuls. Les hôpitaux et autres métiers de santé qui demandent des radios des poumons tous les ans pour cause débile de tubaire positif. Petit risque de cumul. Alors, a priori, la dose d'une radio de thorax, c'est extrêmement faible. Je ferai un topo sur la radioprotection à un moment parce que c'est compliqué. Dites-vous bien que, en gros, la cause principale d'irradiation en France, c'est la radiation environnementale. Par exemple, vous vivez dans un bâtiment qui est fait
En Bretagne, vous avez une irradiation de l'ordre du sievert, on va dire. 1 sievert, c'est une unité de radioprotection, alors qu'une radio de thorax, une fois, c'est 0,1 sievert. Donc non, le bénéfice de diagnostiquer des tuberculoses asymptomatiques chez les sujets, typiquement les personnels soignants, eh ben, c'est beaucoup plus important que la microscopique dose d'irradiation que vous avez avec une radio de thorax. Est-ce qu'un aplomb dentaire peut être une contre-indication à l'IRM? Non, ce n'est pas une contre-indication à l'IRM, c'est une cause d'artefact de l'IRM. Par contre, vous allez voir, ça j'en parle aussi sur une des vidéos sur le groupe Facebook. En fait, ça va créer un trou dans l'image de l'IRM parce que ça perturbe énormément le champ magnétique, mais ce n'est pas une contre-indication à l'IRM. C'était très transparent, j'espère bien. Imagerie médicale, bon livre. Alors, ouais, bougez pas. Alors, attention, juste, je l'ai à la toute fin, on est vacciné pour la tuberculose. Le vaccin pour la tuberculose, vous le verrez en infectio, il vous prévient surtout de la forme neuroméningée grave de la tuberculose, mais il ne vous empêchera pas d'attraper la tuberculose pulmonaire. Ça réduit un peu le risque de la tuberculose pulmonaire, mais vous pouvez quand même choper la tuberculose pulmonaire avec le vaccin. Et si vous restez en ligne 2 minutes, je vous montre le bouquin dont je vous parlais. Ne bougez pas. Pardon. Alors, pour ceux qui sont encore là, du coup, le bon bouquin d'imagerie, c'est lui. Il s'appelle Imagerie médicale pratique, guide méthodologique pour l'externat. C'est pas la peine de l'acheter. Je pense que juste le fait de le trouver à la BU vous suffira. C'est vraiment pas mal fait parce que vous avez en gros la sémiologie en écho, en scanner, en radio et beaucoup d'images. Et le plus important finalement à votre niveau, je pense, c'est surtout de voir des images souvent pour vous former. C'est dans la même collection que ce bouquin-là, qui est très bien en sémiologie. Donc voilà, si jamais vous cherchez absolument un bouquin à lire en radio à votre niveau, je pense qu'il faut commencer par ça. Voilà. C'est tout. D'autres questions? Merci Thomas, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup pour l'intervention. Bah, de rien, merci à vous. Et puis bon courage. Au plaisir de vous avoir au téléphone. Okay, à bientôt peut-être sur le groupe Topo Radio et merci d'avoir suivi la session. Voilà.